Aujourd'hui, avant de parler Chromebook, il est important de regarder comment ceux-ci pénètrent notre vie et notre quotidien. Force est de constater qu'en France, la courbe d'adhésion au Chromebook ne suit pas celle des États-Unis. Cependant, depuis 2 ans, cette tendance tend à changer. Dans l'Hexagone, Google ne mise pas uniquement sur les particuliers pour augmenter les ventes de Chromebook, mais aussi et principalement sur les professionnels. Suite à différents sondages sur la transformation numérique en entreprise, nous pouvons constater que le principal motif de motivation pour basculer sur des Chromebooks n'est pas l'appareil en tant que tel, mais l'adoption de la suite bureautique et collaborative de Google. Les chiffres sont clairs. G Suite progresse de 116% par an, alors qu'Office 365 que de 65%. À ce titre, il est moins important de s'attarder sur les ventes de Chromebook que sur les signes d'un changement en profondeur des usages cloud. Pour vous en parler, j'ai l'honneur d'être accompagné de Thierry Vanoff, fondateur du site Numériblog et de Numéricoach. Bonjour Thierry, comment vas-tu ? Salut Nicolas, je vais très bien, je suis super heureux d'être dans cette interview et bien confiné. Et toi, tu vas bien ? Bah écoute, très bien, je suis comme toi, confiné, avec beaucoup de travail, du webinaire, c'est ça qu'on appelle, quand on fait à distance des formations, si j'ai bien compris. Et je suis dedans à fond également. Et en plus, il fait beau, moi ça va, je suis tranquille, franchement, j'adore le confinement. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Thierry, je suis heureux donc de te compter parmi nous, parmi nos personnes interviewées. Il n'y en a pas tant que ça pour l'instant et tu fais partie des tout premiers parce qu'on est en train d'initier un changement sur le CKB Show. Et donc tu es là parce que tu es un expert en formation sur les outils G Suite et tu as créé une panoplie d'outils, de produits. Je vais les citer pour ne... Je ne sais pas si je vais tous les citer, tu me dis si j'en oublie, parce qu'il y en a tellement que c'est fort possible que j'en oublie un ou deux. Tu as créé Numériblog, Numéritube, Numéricoach, Numeritips, Numérinews. Bon, sûrement tous les autres numériques qui peuvent exister vont t'appartenir un jour ou l'autre. Mais est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et qui tu es, toi, dans la vie au quotidien ? Yes, alors avant tout, je suis un passionné. Je suis tombé dans la marmite Google en 2005, un an après le lancement de Gmail. Et depuis, c'est une véritable histoire d'amour. Donc, voilà, vraiment passionné et j'en ai fait mon métier. Donc, avant, je bossais aussi dans une autre passion qui était le roller, un club de sport dont j'ai fait 20 ans dans cette structure. Et j'ai découvert ces outils-là et je me suis dit, waouh, c'est génial. Moi, ma mission, ça va être d'aider le maximum de personnes à apprivoiser ces outils et les accompagner, les former, etc. Et donc, du coup, j'en ai fait mon métier. J'ai commencé en auto-entreprise en 2010 pendant 7 ans. Puis après, j'ai créé une boîte plus importante qui s'appelle Numéricoach. Donc ça, c'est la première marque. C'est un organisme de formation qui aide les entreprises, les écoles, les associations à apprivoiser ces outils-là. Donc ces outils-là, c'est la G Suite, on en parle juste après. Puis après, il y a d'autres marques qui sont arrivées. Numéritube, c'est la chaîne YouTube qui a dépassé les 5000 abonnés. Numériblog, c'est le nouveau nom du blog thierryvanoff.com qui comprend 1700 articles autour de G Suite, qui existe depuis, pareil, 7 ans. Numéritip, ça va être des petits conseils, des petites formations qu'on va délivrer en interne à notre réseau de coachs, puisqu'on a dans une quarantaine de partenaires, de coachs qui sont indépendants, mais qui font partie Numéricoach, et c'est des coachs à qui on envoie nos clients pour qu'ils soient formés. Et Numérinews, c'est le nom de la newsletter. Et peut-être que tu en as oublié d'autres. Il y a Numéricast qui va sortir à la fin du mois, c'est le podcast. Mais tous les mois, il y a un nouveau numérique qui arrive. Numéri LMS, je réfléchissais à ça cette nuit. C'est une plateforme sur laquelle on va trouver du contenu pour les entreprises. Donc oui, voilà, c'est une déclinaison fun et tout autour de l'écosystème G Suite pour accompagner un maximum de personnes sur ces outils qui sont intuitifs, mais qui permettent, avec ces petits tips, ces petites vidéos, ces petites capsules, ces formations, d'être encore plus à l'aise et gagner du temps. Donc tout ça réunit tout l'usage de G Suite. Donc chacun des items va montrer une partie, un petit tips, une petite astuce dans tout G Suite finalement. Tu couvres du traitement de texte au tableur, au formulaire, enfin tout ce qui peut exister et comment le mettre en place dans les entreprises, ou dans les domaines où tu vas officier, c'est ça ?
Yes, Nicolas, c'est ça. Alors, on va dire que ces marques sont des supports différents. Tu as un organisme de formation avec des formations présentielles ou en classe virtuelle. Tu as une chaîne YouTube, tu as des articles de blog, tu auras du podcast ou des choses comme ça, des capsules vidéo. Et donc, du coup, tout tourne autour de la Google Suite qui s'appelait avant Google Apps. Donc, il y a un écosystème de communication et de collaboration pour ceux qui découvrent. C'est un petit peu comme votre gmail.com. Il y a plein d'applications, plein d'icônes qui sont cachées dedans. Beaucoup d'utilisateurs ne savent pas que dans leur gmail.com, il y a du Drive, il y a du Google Docs, du Google Sheet, du Google Slide. Donc, il y a une quinzaine de produits dans un G Suite pour communiquer, créer, accéder, contrôler, collaborer. Et voilà, c'est vraiment tout autour de ces produits-là. Ok, donc là tu parles donc la suite Google Suite, Docs, Sheet, Form et compagnie. Mais c'est quoi en fait? Ça consiste en quoi? C'est des trucs nouveaux? C'est quelque chose qui a évolué dans le temps? Ça remplace quelque chose qu'on utilise aujourd'hui? Est-ce que tu peux me détailler un petit peu tout ça? Enfin, détailler à nos auditeurs à quoi correspond chacun des noms que tu nous as cités? Ouais, tout à fait. Alors, effectivement, G Suite, ça s'appelait avant Google Apps for Your Domain, puis après, ça s'est appelé Google Apps for Work. Donc, c'est vraiment une suite d'outils de logiciels de productivité dans le cloud. Donc, il n'y a rien à installer sur sa machine, que ce soit son PC, son Mac, son Chromebook, son smartphone. On peut vraiment utiliser toutes ces applications-là. Historiquement, c'est sorti le 26 avril 2011, donc ça fait déjà une petite dizaine d'années que ça existe. Et effectivement, c'est des produits avec licence. Donc, les produits les plus connus, c'est Gmail, Google Mail, Drive, Docs, Sheets, Slide et Form, qui sont l'équivalent un peu en mieux, bien sûr, de Word, Excel, PowerPoint, Oui. Google Sheets, Google Agenda, Hangout qui est en refonte, on entend parler de Meet, etc. pour les entreprises. Hangout, ça restera pour les particuliers. On a aussi Google Plus qui va devenir Current dans les prochains jours. On a du Volt et d'autres applications un petit peu moins connues, comme des Google Groups, des choses comme ça. Donc, cet écosystème s'appelle G Suite. C'est des licences payantes qui fonctionnent à la fois pour l'éducation, on appelle ça Google Suite for Education, pour les associations, c'est gratuit également, G Suite for Non-Profit. Donc là, c'est génial parce qu'une association sportive, culturelle, sociale ou autre, une association loi 1901, peut récupérer les licences gratuitement et même récupérer 10 000 dollars de publicité AdWords, qui s'appelle AdGrants pour le programme association, tous les mois pour faire connaître son asso. Donc, éducation asso, c'est gratuit au niveau des licences. Et puis, dans les entreprises, bah, il y a trois formules. Il y a G Suite classique, business, enterprise, avec des options un petit peu différentes, des espaces de stockage qui sont plus ou moins grands. C'est vraiment ce que les entreprises utilisent, hein, du G Suite. Un business quoi, classique. Donc voilà pour les différentes versions de G Suite et les produits qui sont dedans. Et un particulier qui a du gmail.com peut retrouver certains de ces produits avec du stockage en moins, bien sûr, et des applications qui ne sont pas présentes dedans. Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes conditions de disponibilité ou de confidentialité au niveau des données quand on est sur du Gmail gratos. Et puis, on a aussi des difficultés à structurer les données quand on travaille avec du gmail.com, puisque chacun est propriétaire du document qu'il a créé. Ouais. Et c'est un petit peu moins sécurisé. Si on décide de travailler qu'avec des adresses gratuites, à un moment, on le paye très cher. Alors, ouais, donc nous, sur My Chromebook ou sur le CKB Show, on a la chance d'avoir des auditeurs très éclairés, enfin la plupart du temps, sur ces outils-là, parce que sur Chromebook, c'est la suite qui est fournie finalement avec notre ordinateur de base. On ouvre notre session et par défaut, on a accès à tout. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise, donc dans la version gmail.com en tout cas, mais dans le monde, est-ce que tu as une idée du nombre de personnes qui sont clients de ces services de Google et aussi la part de marché que Google prend à ses concurrents Apple ou Microsoft ou encore LibreOffice peut-être, hein, je ne sais pas, des systèmes libres. Est-ce que tu as une idée, est-ce que tu as des chiffres à nous donner pour faire saliver un petit peu nos auditeurs? C'est vrai qu'on pourrait penser que c'est assez confidentiel, intimiste, et que seules les startups utilisent G Suite. Le VP de G Suite chez Google, Javier Soltero, communique de plus en plus sur les chiffres et a annoncé récemment qu'il y avait 6 millions d'entreprises dans le monde qui utilisaient G Suite. C'est Et, énorme. ça représentait, selon un article précédent de ce même vice-président Google, 2 milliards d'utilisateurs. Alors, je pense que dans les 2 milliards, il compte les gmail.com gratuits,
tous ceux qui utilisent Gmail. Mais en tout cas, 6 millions d'entreprises, ça fait de quoi occuper beaucoup d'informations pendant des années. Et il faut savoir que dans les entreprises, il peut y avoir des très très grandes entreprises. Si on se focalise sur le marché français que je connais bien, il y a par exemple 7 boîtes du CAC 40 qui ont complètement basculé sur G Suite. Ah oui, On peut les citer puisque c'est public, hein. C'est Valeo, Veolia, Airbus, Carrefour, Solvay, etc. Et du coup, ça représente d'un coup des 100 000, 200 000 utilisateurs, rien que dans une boîte, effectivement, qui est sur G Suite. Et après, il y a la grande distribution, les Auchan, les Cora, les Decathlon sont sur G Suite depuis des années pour différentes raisons. C'est le prix, c'est aussi le fait que les outils soient fluides, soient compatibles avec les différents appareils, la facilité de déploiement, les économies réalisées par la non-maintenance de serveurs, etc., qu'il y avait avant. Donc, pour toutes ces raisons, il y a des milliers d'entreprises en France de grande taille qui sont aussi sur G Suite et qui ont complètement laissé tomber du Microsoft Office, des serveurs, des Outlook et compagnie, quoi. Donc, c'est vraiment top. Ça concerne des petites boîtes, des PME, des startups, des grands groupes, des écoles, des associations, des particuliers également, on peut en parler. Donc, si je comprends bien, toutes ces entreprises, donc les entreprises du CAC 40 que tu as eu à citer, ils sont passés sur G Suite parce que, tu me dis si je me trompe, parce que moins cher et beaucoup plus ergonomique et facile à mettre en place, c'est ça? Alors, ce n'est pas les seuls arguments. C'est sûr que le prix, c'est l'argument principal pour un groupe de basculer dans une solution. Mais il y a aussi le stockage. Là, sur du G Suite Business Enterprise, c'est du stockage illimité pour les utilisateurs. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Tu as aussi la possibilité de travailler en mobilité avec ces outils sur différents appareils, en télétravail, etc. Là, avec le confinement, c'est vraiment top ces outils. Les entreprises qui utilisent et qui savent vraiment se servir de G Suite, ils n'ont pas de perte de productivité. C'est juste énorme. Les réunions avec Meet, jusqu'à 250 participants, la possibilité d'enregistrer, c'est stable, c'est scalable. Tu vois, Microsoft Meet, il a planté la semaine dernière et beaucoup d'utilisateurs qui étaient en carafe. Et cet outil a fait ses preuves de cet outil de visio qu'on appelle Google Meet. Il y a aussi tout ce qui est interopérabilité, compatibilité avec les différents navigateurs, avec les tablettes, les smartphones, les Chromebooks. De plus en plus, il y a des boîtes comme Veolia qui retirent leur parc de PC et qui installent les Chromebooks à la place pour les utilisateurs. On s'est occupé d'eux il y a 2 ans au siège et puis ça se déploie dans toutes les agences, les différents territoires. Donc, c'est vraiment une super expérience et on le voit au quotidien, ça fonctionne. Il y a aussi la disponibilité. Le service, il ne fonctionne pas 5 minutes par an en moyenne, et jour et nuit, tu vois. Donc, on ne le voit même pas. C'est toujours opérationnel. Tu as la collaboration. C'est vraiment un avantage de Google Suite, Office 365 qui est arrivé un peu plus tard sur le collaboratif. Écrire à plusieurs en même temps dans un document. Tu vois, je faisais des webinaires la semaine dernière. On est monté à une centaine sur un Google Docs, une slide ou un tableur et c'est fluide. Aujourd'hui, chez Microsoft, il y a des outils de collaboration, mais c'est pas aussi top le temps réel à plusieurs dedans. Donc ça, c'est vraiment cool. La confidentialité aussi, elle est là sur G Suite par rapport à du gmail.com. Il y a des contrats, des règles de confidentialité qui sont légèrement différentes. C'est pas tout à fait la même chose. Bon, après, c'est aussi tout ce qui est gain de productivité, innovation. Tu vois, je suis bien passé pour en parler. Sur Numériblog, on va relater toutes les nouveautés des outils Google. Tous les jours, il y a un nouvel article en moyenne. Et ce qui est top avec G Suite, c'est qu'on n'attend pas la prochaine version, genre Gmail 2022 pour avoir les nouvelles fonctionnalités. Ça se déploie progressivement. Donc, l'innovation continue. C'est aussi rapidité de déploiement pour une entreprise, soit passer sur G Suite, c'est super rapide. Facilité d'utilisation, la plupart n'ont pas besoin d'être formés. Ouais, c'est quelque chose hyper simple. La bascule est pas si compliquée que ça quand on connaît déjà un petit peu les outils finalement. Après, j'ai entendu parler d'un projet qui s'appelle Grab and Go pour les Chromebooks et que je trouvais génial. Tu le connais, j'imagine. Tu sais que c'est tu viens au bureau, t'as pas ton Chromebook, tu en prends un dans le tiroir à Chromebook, tu te logs et ça marche directement sur ta suite. Et ça me semblait vraiment hyper intéressant dans une structure comme ça. On n'est pas obligé d'avoir
d'avoir 500 PC trop. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir un Chromebook par personne finalement, parce que on s'en sert pas tous les jours, tout le temps. Et ben, pendant une réunion, on n'en a peut-être pas besoin. Pendant les vacances, on n'a pas besoin. On le rack à nouveau dans son truc, on le récupère, et quelqu'un d'autre vient le prendre à ta place. Et moi, j'ai trouvé ça génial, les deux réunis, les outils G Suite et le Chromebook Crap and Go, où tu le prends, tu l'enlèves, il ne t'appartient pas, c'est qu'un outil, en fait, c'est un marteau, tu le prends pour taper sur un clou, quand t'en as pas besoin, tu le poses, quelqu'un vient le reprendre pour faire la même chose que toi avant. Et ça, c'est des choses que vous avez mis en place, de systèmes de partage de Chromebook également? Yes, ça se fait bien. Par exemple, on citait Veolia tout à l'heure, tu vois, au support, quand un utilisateur a perdu, cassé ou a besoin d'un nouveau Chromebook, de changer de matériel, il va au support. Il a commandé son Chromebook sur un site, tout ça, hop, il arrive, son Chromebook est là, il ouvre, il met son adresse mail, prénom.nom, arrobase, nom de domaine, .fr.com, son mot de passe, la double authentification, hein, parlons-en, c'est obligatoire. Euh, ça, ça, Ça permet de recevoir sur son téléphone, hein, le petit code qui va bien pour renforcer encore la sécurité. Et quelques secondes après, que ce soit sur son Chromebook, son PC, son Mac, tu as toutes les données qui arrivent. C'est Et génial. c'est vraiment génial, y compris les favoris Chrome, etc., etc. Donc ça, c'est cool. Dans les entreprises, ça marche super bien. Dans les écoles, ben, on peut imaginer une pile de Chromebook où le matin, l'élève prend n'importe quel ordinateur, celui de son copain d'hier, peu importe, il met son login, son mot de passe et hop, il accède à son environnement de travail. Il peut avoir ses onglets qui ont été fermés la veille qui se réouvrent, ses favoris de Chrome pour tous ses raccourcis. Et puis, bien sûr, il a accès à son Gmail, son Drive et pas celui de son copain d'école. Et dans mon asso sportive, pareil, il y avait dans le placard une pile de 10 Chromebooks et les éducateurs sportifs arrivaient, prenaient le premier Chromebook et puis il y avait toutes les sessions qui étaient là, tu sais, Bien tous sûr. les visages ou les avatars et puis tu cliques et tu mets ton mot de passe et tu accèdes directement tes données en 3-4 secondes et ce seraient les mêmes données si le gars se connecte avec son téléphone ou son ordinateur perso à la maison. Ça, c'est vraiment génial, quoi. Mais j'imagine, je te coupe, excuse-moi, ça me fait. Il y a un métier qui va disparaître à cause de ça, l'administrateur réseau, celui qu'on appelle et dit Polo, j'ai mon ordi, il fait des trucs bizarres, je l'ai fait tomber, ça marche pas, enfin, est-ce que tu peux me remettre mon VPN, mes trucs comme ça. Enfin, du coup, il a plus lieu d'exister, le mec. Il va juste donner ton Chromebook, tu te logs, ça a été paramétré dans la console administrateur une fois pour toutes, et peu importe l'appareil que tu as, il n'a pas besoin de le refaire. Aujourd'hui, je ne vais pas citer d'entreprise, mais il y a des entreprises où tu reçois un nouvel ordinateur, avant d'y avoir accès, tu passes 2 ou 3 jours, parce qu'il faut qu'il paramètre, enfin, c'est hyper compliqué. Donc, c'est pas la mort de ce métier-là, à ton avis? Bah, ça va être une réorganisation des métiers du service informatique, hein. Tout ce qui est maintenance, sauvegarde, paramétrage, c'est traité par Google. Ouais, Donc, au fait, les personnes qui travaillent dans ces services ont un switch à faire. Effectivement, ça va être comment je scribe, comment je vérifie et valide les modules complémentaires pour mon domaine. Ça va être assurer les formations, pourquoi pas, c'est ça. etc., etc. Il y a plein d'autres choses aussi qui pourraient être autour des salles de réunion, les visios, comment je fais en sorte que les salles de réunion soient compatibles avec Google Meet. Donc, tu vois, c'est vraiment un petit switch. Et c'est vrai il y a des DSI dans des boîtes qui freinent parce qu'ils ont peur que leur métier disparaisse avec un passage à G Suite, mais c'est juste un, un changement de mission, de mindset pour ces personnes-là. Et c'est vrai que c'est pas facile en France, mais globalement, les gens savent s'adapter. Et on voit aussi avec la crise sanitaire en ce moment, je pense que je pense qu'il n'y aura pas trop de chômage avec ces gens-là, c'est juste de la réorg. Ouais. Et oui, effectivement. Donc tu disais que G Suite n'avait pas à rougir de Microsoft Office, Office 365, voire même, j'ai pas parce que c'est redondant, mais se mettre en avant parce que, comme tu le disais très bien, le partage, le travail collaboratif est très très mis en avant. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui fait que G Suite est au-dessus, si on peut s'exprimer ainsi, de la suite Microsoft? Puisque c'est celle, je crois, qui est quand même la plus utilisée aujourd'hui sur le marché. Je pense que Microsoft a pas trop de problèmes à se faire par rapport à ça. Mais est-ce qu'ils ont, pour l'avenir, est-ce que ils peuvent se dire, ouais, il y a Google qui est en train de faire des trucs de fou. Est-ce qu'il faut qu'on les rattrape? Est-ce qu'il faut qu'on fasse mieux qu'eux? Bah, Microsoft a bien rattrapé, hein. Google avait vraiment initié les choses dès 2011, donc ça avait une grosse longueur d'avance.
Et effectivement, quand Microsoft a vu, les grandes entreprises, même encore récemment, l'année dernière, Airbus passer sur G Suite, bon voilà, ils se sont posés des questions et ils avancent bien. Donc, heu, j'avoue que j'ai pas fait de veille, précisément sur les outils Office 365, mais aux dernières nouvelles, ça reste des outils qui tiennent la route et qui sont plutôt bons. Donc, je pense pas qu'Office, Microsoft ait du retard par rapport à Google. Par contre, quand les personnes quand je discute avec des personnes qui utilisent les 2 systèmes, parce qu'il y en a qui sont obligés d'utiliser les 2 à titre, perso, professionnel, associatif ou autre, où ils ont plusieurs jobs, où ils sont consultants, dans plusieurs boîtes. Ils me disent: «Ah mais Google Suite, c'est vraiment génial, on s'y retrouve, c'est pas à l'usine» et cetera. Et puis même en termes de tarifs, c'est contrôlé, c'est plus fluide pour l'entreprise, il y a pas de surprise. Donc on a parlé comme avantage, indéniable le collaboratif, ça c'est vraiment top. Moi je vois aussi, le côté, heu, différentes plateformes, les données qui arrivent très rapidement, tout est dans le cloud. Ça c'est génial, c'est rapide et ça évolue rapidement avec plein de news, plein de nouveautés. C'est vraiment, sympa. Tu as l'impression d'être un gosse au pied du sapin de Noël, toutes les semaines quand tu vois les nouveautés arriver, il y a toujours des trucs de dingue. Ah, En tout cas, c'est. faut pas que Google, s'endorme sur ses lauriers. Ouais. Ils avaient de l'avance et voilà, faut qu'il la garde et ça, c'est important. Des fois, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'ils font là-dessus? Pourquoi ce produit-là, il bouge pas?» Google Sites, bon, c'est dommage, il manque des morceaux ou Google Plus, ça s'est arrêté ou tu vois, il y a des fois, tu te dis: «Mince, le stagiaire est parti ou quoi là? Il se passe quoi?» Des fois, tu comprends pas trop leur stratégie, mais en tout cas, ouais, ça reste propre et super, utilisable avec plein de fonctionnalités et on peut encore aller beaucoup plus loin que G Suite avec des scripts, avec du GCP, la Google Cloud Platform tu vois, G Suite, c'est juste le début, quoi, tu vois? C'est, pour les entreprises. Ah, moi, je suis très fan aussi, comme tu le dis, je suis un gamin tous les jours. Quand j'ouvre mon Chromebook, sur Chrome OS, il y a une nouveauté quasiment tous les jours. Sur Google Cheat, j'utilise énormément de cheat. Enfin, à chaque fois, j'ai un nouveau bouton qui apparaît, quoi. Enfin, avec un petit truc nouveau à côté. Effectivement, il y a trop de choses. Moi, j'utilise beaucoup les modules complémentaires également, des choses qu'on vient rajouter. Alors, je ne sais pas si c'est possible sur Microsoft Office, mais on vient rajouter des fonctionnalités qui n'étaient pas forcément pensées par Google, mais par ses utilisateurs. Quelqu'un qui avait besoin de quelque chose, bah, plutôt que de le faire dans son coin tout seul, il le partage aux autres. Et je trouve ça génial, en fait, de me dire, bah, ouais, j'ai besoin de quelque chose, est-ce que ça existe? Bah, je cherche dans le catalogue des modules complémentaires, qui est dans tous les outils, hein, je crois, de Google, que ça soit Doc, Cheat, Form et compagnie. Il me semble qu'ils ont tous un module complémentaire, hein. Tu me confirmes? Peu de choses près, ouais, Ouais, sur Google Sites, il y en aura pas, mais quasiment ouais. tout le reste, à part site, groupe, oui. En tout cas, tu en as dans le traitement de texte, dans le tableur, dans Slide, dans formulaire, dans Gmail, dans l'agenda. Ça peut s'appeler add-on, module complémentaire. Il peut y avoir aussi des extensions Chrome dans le Chrome Web Store. Il y Ouais. a des extensions, pour par exemple, automatiser le rangement du courrier dans Gmail ou faire du public postage, des choses comme ça. Donc souvent, c'est un modèle, freemium, hein, c'est gratuit jusqu'à une certaine limite et puis après, l'éditeur, bah, il est pas philanthrope, il a besoin de manger aussi et puis il vend des licences à quelques euros par mois et par utilisateur. Google a fait le tri, hein, sur, tous ces modules. Au niveau sécurité et tout ça, ils ont vraiment nettoyé. Il y a beaucoup moins de choses, nuisibles comme avant et c'est plutôt propre. Donc si on peut citer des exemples pour, les auditeurs, ça va être par exemple, nativement dans Google Documents, on ne peut pas faire du publi postage. Donc on peut aller installer un module complémentaire tel que Autocrate, qui va permettre de faire, du publi postage entre, Sheets et Doc ou Slide. Ça va être aussi un publi postage comme, Yam ou Mailmeteor qui va permettre d'envoyer des mails entre, Gmail et Google Sheets. Tu as les données dans un tableur avec les prénoms, les adresses mail, les messages types et puis hop, tu as des messages qui partent dans Gmail. «Bonjour Nicolas, tu as, écrit, 247 articles». Il va chercher, les données dans le tableur et puis il fait des fusions, du publipostage, des choses comme ça. Ça pourrait être aussi pour, des personnes avancées dans Excel. Ils ont besoin de faire, par exemple, tu vois, des solvers dans dans Ouais. dans Excel. C'est une fonctionnalité qui est utilisée par, très, très peu d'utilisateurs, mais elle n'est pas présente dans Google Sheets par défaut. Hop, installation du module complémentaire, solver, il y en a 4-5 disponibles et ça répond aux besoins. Si tu veux, par défaut, il y a, 80, 90 des fonctionnalités qui sont nécessaires pour les utilisateurs et puis, bah, pour ceux qui ont besoin de petites choses en plus, le prof de maths, il va installer GeoGebra. Tu vois, il y a vraiment,
Il y en a pour tout le monde, quoi. Tu as même des partitions de musique, tu as plein de choses, hein, dans les modules complémentaires, c'est top. Pour tous Donc les besoins, quoi. du coup, on peut dire à la personne qui nous dit que Google Suite est beaucoup plus light que Microsoft Office, que en fait il se trompe ou il n'y est pas allé depuis très longtemps. Oui, voilà, après on peut dire aussi à la personne, mais finalement dans Word, Excel et PowerPoint, est-ce que tu n'utiliserais pas, comme 80 des utilisateurs sur la planète, que 20 des fonctionnalités? Et ces fonctionnalités, elles sont bien présentes dans Google et il y a même des trucs en plus, tu vois? Par exemple, la dictée vocale, la traduction, instantanée, plein de choses comme ça. Et puis les modules complémentaires, comme tu le dis, peuvent compléter, enrichir l'expérience. Alors ça peut paraître léger au début, les utilisateurs qui arrivent sur un service nous disent: «Non, mais c'est quoi cette blague? C'est pas possible», tu vois? Nous, on l'a fait, dans des groupes du CAC 40 où on a déployé les Chromebooks avec du Google Sheets sur des services, compta, finance et cetera. Et au début, ben, on était, pas très bien accueillis parce que les gens, ils disent: «Mais non, mais Excel, si vous m'enlevez Excel, je vais perdre en productivité». Mais il y a des solutions, tu vois? Tu peux utiliser, un Chromebook avec, Excel, hein, ça c'est possible avec, tu vois, des solutions de serveurs, virtualisés, mais tu peux aussi, dans Google Sheets faire déjà pas mal de choses, tu vois? Ça va jusqu'à 10 millions de cellules, tu as des connecteurs BigQuery, SAP, tu peux aller loin en fait, il y a souvent de méconnaissances, mais on est là pour les guider puis, leur montrer, le chemin, pour utiliser, Sheets, pour ces entreprises. C'est pas toujours compatible, hein, attention, on peut pas dire: «Allez, c'est bon pour tout le monde, c'est OK, G Suite fait le job pour, 100 des utilisateurs dans une entreprise», tu Ok. vois? Le mec qui a pas de connexion internet, bon, il y a un mode offline, mais à un moment, tu vas pas pouvoir utiliser des modules complémentaires où tu seras limité, quoi. D'accord, ok. Donc du coup, tu parles de compatibilité. Est-ce que je peux d'un côté utiliser moi perso Google Sheet et travailler avec un de mes collègues qui lui ne voit que par Excel ou carrément est-ce que je peux utiliser un Chromebook et un autre produit en même temps, typiquement mon smartphone Apple. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tout ça, est-ce que ma suite G Suite, je peux la balader partout et travailler avec tout le monde? Est-ce que j'ai pas ces limites de de produits, je suis chez Google, donc je reste chez Google, je parle pas Apple et inversement. Est-ce qu'on peut travailler avec tout le monde en fait, et avec tout? Ouais, il y a beaucoup de questions dans ce que tu dis, c'est vachement intéressant. Alors, Nicolas, moi, tu vois, je suis, sur Mac depuis 10 ans, donc ça pose pas de problème. J'ai pas besoin d'un PC, Windows ou d'un Chromebook pour, travailler sur G Suite. Donc, que ça soit PC, Mac, Chromebook, bah, tu accèdes à tes données, c'est pareil avec le navigateur Chrome de préférence. Parce que tu as les favoris, tu as plein d'autres choses, des extensions qui sont vraiment sympas dans ce navigateur. Après, si je prends, mon iPad Pro ou, mon Android, qui est un Pixel, je retrouve également mes données, tu vois? Il y a pas de distinction par rapport à l'OS ou par rapport, à la marque. Donc ça, c'est OK. Après, si on se penche sur Excel, tu peux pas, avoir d'un côté, un gars qui travaille sur Google Sheet et son collègue dans Excel. Parce que, tu peux très bien prendre un Excel et le convertir en Sheet ou prendre le Google Sheets, Google Tableur et le remettre en Excel, mais ça fait 2 fichiers différents, en fait. Il y a pas de synchronisation entre le Excel en local et le Google Sheet en ligne. D'accord. Donc il y a plusieurs solutions. C'est soit tu dis à ton collègue, si c'est un collègue qui est dans la même boîte, donc il y a logiquement le même outil, bah, travaillons ensemble sur Sheets et ça sera, beaucoup plus, sympa, productif, convivial, interactif, participatif, tout ce que tu veux. Ou alors, c'est OK, on stocke le Excel dans ton Drive et on travaille au format Excel dans le Drive. Et ça, c'est possible, sans convertir au format Google. Et donc le Drive sert de stockage, un peu comme, une clé USB en ligne, un Dropbox, et on peut là travailler effectivement au format Microsoft dans un Drive. Donc du Mais coup, ça, c'est vraiment un cas de figure extrême, quoi. Vaut oh, mieux éviter, quoi. ouais, c'est ça, parce que là, t'es en train de me dire que je peux travailler un Excel dans Google Drive sans avoir la licence Office. Exactement. Ok, C'est assez récent, c'est sorti l'année dernière. Après, je vois pas l'intérêt de ouais. travailler au format Excel dans Google Drive, sachant qu'il y a 417 formules, hein, dans Google Sheets, donc il y a vraiment, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il y a pas de contre-indication. Vaut mieux convertir au format Google et demander à ses clients, ses partenaires de se créer un compte Google. C'est gratuit, c'est pas une adresse Gmail. On va sur Google, on tape créer un compte Google, on va mettre son adresse entreprise comme identifiant, on se crée un mot de passe pour l'occasion et on peut accéder à tous les services de Google, de la G Suite en quelque sorte, sans payer.
et sans avoir de compte Gmail. Donc, tu as un Drive avec 15 gigas de stockage, 15 gigas de stockage. Tu peux avoir du Google Sheet, du Slide, tu peux fabriquer des sites, tu as même Google Agenda, etc. On mettra le lien dans la description de ton podcast si tu veux, parce Ouais. que c'est pas toujours évident à trouver. Mais c'est vraiment ce qu'il faut privilégier, c'est-à-dire plutôt travailler au format avec un compte Google pour vraiment ceux qui n'ont pas de Gmail ou de G Suite. Ouais, donc ouais, autant rester dans un écosystème complet pour que ça soit le plus facile à utiliser pour tout le monde. Euh, Moi, je suis particulier. Aujourd'hui, est-ce que j'utilise ma suite G Suite avec mon gmail.com, ce que tu me disais tout à l'heure. Mais donc, est-ce que je peux passer aux outils G Suite en tant que particulier, donc me payer une licence pour avoir accès aux outils, parce qu'il y a une différence assez notable entre la partie gratuite et la partie payante, je crois. Et quel est l'intérêt pour moi de faire ça, en fait? Est-ce que c'est intéressant ou pas, en fait? Moi, ça peut avoir du sens pour un particulier de passer sur du G Suite plutôt que du gmail.com. Donc, le G Suite, comme on l'a dit, c'est payant, sauf pour les assos et les écoles. Et la licence basique, elle est à 5 euros par utilisateur et par mois. Donc, si tu es tout seul à l'utiliser, ça te fait un coût de 60 balles par an. Ok. Mais tu as des outils en plus. Tu as Google Groups. Tu peux avoir un espace de stockage plus conséquent que sur du gmail.com qui a 15 gigas. Là, tu seras à 30 gigas. Et si tu passes sur du G Suite Business, qui est l'offre numéro 2, bah là, tu as un espace de stockage illimité. Mais c'est le double en pricing. Donc, T'as 10 tu euros vas, par tu mois. vas, ça te fait 120 à l'année. Ouais. Et c'est le tarif dans Google One 1 Tera, tu vois. Donc, à ISO tarif de stockage, d'un côté, tu as 1 Tera, de l'autre côté, c'est en illimité. Et bah, pour stocker des films, ça peut être génial. Si tu fais du montage vidéo à titre particulier, bah, c'est cool. Et tout ce que tu vas partager avec l'extérieur, parce que tu peux avoir un usage personnel, mais avoir des partenaires pour travailler, mettons du montage vidéo, des choses comme ça. Bah, tu sécurises mieux tes données parce que tes données t'appartiennent, sont dans ton drive et c'est cool. Ok, ouais. Après, tu peux aussi l'utiliser pour partager des photos. Euh, t'as- Ouais, il y a des avantages. Il y a des... Ok. C'est Euh, pas ouf, hein, mais ça peut avoir du sens. Et mais techniquement, c'est faisable. Ouais. mais c'est faisable et en plus, c'est pas si cher que ça finalement. Et c'est sécurisant. C'est ça. Au niveau tarif, tu vas te prendre un nom de domaine .fr, .com, ça va aller osciller entre 6 et 10 euros par an. Et après, tu as le prix de ta licence qui varie entre 5 et 10 euros par mois. Ouais, Donc, c'est un coût allez, de 120, 130 euros à l'année. ou 60 euros pour la licence basique. Et effectivement, c'est sécurisant, tu as plus de sécurité. C'est pas les mêmes conditions. Les paramètres de confidentialité sont pas les mêmes. Et puis, tu as des services en plus dans ces outils-là. Et- Donc, ça peut avoir du sens, notamment pour aussi les entrepreneurs, tu sais, tout ce qui est micro-entrepreneur. Il n'y a pas de question pour moi à se poser, est-ce que je vais sur du Gmail parce que je suis tout seul dans ma boîte ou est-ce que je vais sur du G Suite? La réponse est tu vas sur du G Suite et tu prends direct l'offre business. Tu ne te poses même pas de questions à je ne gagne pas beaucoup, est-ce que je fais du classique du business? Parce que ça joue entre 60 et 120 euros à l'année, mais quand tu prends du business, tu crées tes drives partagés. C'est une fonctionnalité que tu n'as pas dans du gmail.com ou du G Suite. Et là, tu es propriétaire de la data. Donc, tout ce que tu vas partager avec ton écosystème de partenaires, de clients, bah, tout ce qui va être mis dans ces drives partagés, tu seras automatiquement propriétaire. ouais. Et ça, c'est génial. Tu vois, moi, je vais te prendre un exemple d'une boîte qui, euh, qui est sur G Suite classique, qui m'a appelé hier soir, qui génère des millions d'euros, hein. Et il me dit, bah, écoute Thierry, j'ai un problème. Notre assistante qui est en freelance, elle passe mal. Hmm. Mais le problème, c'est qu'elle a créé plein de trucs avec son compte gmail.com et du coup, elle est en train de supprimer les fichiers et je les retrouve plus. Bah oui, en fait, parce que elle a bossé sur son gmail.com, dans Ouais, son drive, elle est propriétaire. Et le fait qu'elle partage les éléments, bah, tu as juste un lien qui pointe vers son fichier qui est dans son drive. Et d'accord. si elle te supprime l'accès ou qu'elle supprime le doc, bah, tu perds l'accès au doc. Et elle avait fait des centaines de fichiers puisqu'elle avait bossé longtemps. Ouais. Et bah, le gars ne retrouvait plus rien. Et il perdait ses données. Et il peut pas. Donc, le fait de passer en G Suite, c'est 120 balles, mais tu sécurises à fond ton business, tes datas.
et tu dors tranquille, quoi. Et Ouais, ça a pas de prix. Et même si tu es auto-entrepreneur, tu as un espace de stockage illimité, tu fais du montage vidéo, mais c'est ouf, tu vas pas acheter des stockages sur des sites en ligne ou utiliser WeTransfer. Enfin, tu passes direct par ton drive et c'est propre. c'est ça. Donc moi, en tant que particulier, petit pro, tu me conseilles aujourd'hui d'aller tout de suite sur... On mettra le lien, comme ça les gens iront directement l'acheter. Directement d'acheter son propre... Enfin, de s'abonner directement aux outils business pour être tranquille, serein et posséder ses données, en fait. Alors, du coup, on parle de données. Tiens, j'ai déplacé un petit peu. Tu parles de données, mais... du coup, il y a un adage sur Internet qui tourne. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Alors du coup, quand c'est payant, t'es plus le produit. Du coup, tu payes Google, mais du coup, il ne consulte plus tes données personnelles. Ouais, c'est ça. Dans les conditions de confidentialité, c'est pas du tout les mêmes choses sur la localisation aussi des données. Tu peux choisir que tes données soient stockées en Europe, par exemple. Donc, bah, c'est plus sympa. G Suite est compatible RGPD également, ce qui n'est pas le cas d'une adresse gmail.com. Ouais. Donc, franchement, pour les données, c'est quand même mieux. Après, bon, voilà, un perso tout seul, bon, gmail.com, si ça fait le job, il n'y a pas forcément de données sensibles, Ouais. etc. D'une manière générale, Google va pas prendre vos données pour les exploiter. Il va juste mettre un bot qui va scanner peut-être le contenu des mails et puis proposer la publicité ciblée en rapport avec les mots-clés dans les mails. C'est ce genre de choses que peut faire Google, mais qui ne fera pas du tout dans un G Suite, etc. Sinon, les boîtes du 440 n'iraient pas mettre leurs données sur des G Suite. D'accord, ouais, donc c'est très intéressant. Au-delà du prix, on a le confort, on a la sécurité de tout ça. Du coup, maintenant, je suis intéressé, j'ai envie de faire ça, j'ai envie absolument de passer sur G Suite. Par contre, je suis pas très doué. Est-ce que je peux me former à ces outils? De quelle façon? Ou est-ce que je t'appelle? Est-ce que tu fais les particuliers? Enfin bref, est-ce que tu peux m'aider à me former autour de ça? Yes, bon, bah, il y a plein de méthodes pour se former aux outils Google. Après, dans les outils Google, il y a aussi tu vois, des trucs comme Data Studio, Script, tu peux avoir des ressources un peu différentes. Donc, d'une manière générale, sur G Suite, ben, Google est ton ami. Tu as déjà les centres d'aide qui sont très bien faits pour chaque produit. Tu vois, dans chaque produit, tu as un point d'interrogation, tu cliques sur Aide. Tu as même un espace formation qui a été refait par Google qui est plutôt top. Ça, c'est gratuit, c'est à jour. Ouais. Donc ça, c'est un premier point nickel. Tu poses tes questions dans Google, en général, tu arrives sur des blogs ou sur des vidéos YouTube. Donc, sur Numériblog, il y a 1750 articles à l'heure où on parle qui parlent effectivement de ces outils. Donc, il y a des chances de tomber dessus et c'est plutôt riche comme contenu. C'est top. Il y a d'autres blogs francophones sur le sujet concernant les outils Google avec plus ou moins des spécialités. T'en as qui vont plus parler des tableurs, d'autres qui vont plus parler de comment j'utilise la G Suite avec Chromebook. Hein, je te le recommande, ça s'appelle My Chromebook. J'en Euh, connais un. et voilà. Et puis après, ben, moi, perso, j'ai appris tout seul. Tu vois, j'ai un peu de vidéos YouTube, un peu de blog, et puis vraiment en mettant les mains dans le conduit. Mais ça prend beaucoup de temps. Donc après, effectivement, bah, des organismes de formation comme Numéricoach, il y en a d'autres, peuvent accompagner les entreprises, les personnels, quoi, le perso, pardon, les particuliers. Et ça peut être même pris en charge, tu sais, par des CPF, hein, le compte personnel de formation. Les salariés cotisent un certain nombre d'heures. Ça fait une genre de cagnotte qui s'appelle mon compte formation. Et tu peux libérer comme ça des formations. Les formations G Suite de Numéricoach seront bientôt éligibles au CPF. Donc, ça peut ne rien coûter à un particulier de se former sur ces outils. Tu veux une formation, tiens, Google Photos ou Google Sheet pour gérer tes comptes. C'est OK. Tu vas sur la plateforme et puis tu achètes la formation. Ça sera dispo ça après l'été. Ouais. Après, bah, il y a aussi des ateliers numériques, hein, c'est Google Ateliers numériques. C'est des espaces physiques qui existent, il doit y avoir une petite dizaine en France, où là, sont plus pour moi orientés marketing. Donc là, ça sera, je crée ma page Google My Business, je veux utiliser un peu de Data Studio, d'Analytics, d'AdWords, etc. Mais ils connaissent aussi un peu les outils G Suite et ça peut être aussi une porte d'entrée. Euh, Après, voilà, si vous êtes une entreprise, euh, il y en a plein des formations en ligne sur des centres de formation, mais clairement pour être dans le milieu et avoir été en sous-traitance pendant 7 ans dans ces organismes, en général, ils appellent la veille au soir un formateur qui est pas cher
et qui connaît pas forcément le sujet, qui est bon sur Excel, qui a un compte Gmail, qui découvre le truc. Et en général, les boîtes sont pas hyper contentes. Vaut mieux faire appel à des personnes qui font que ça, dont c'est la spécialité. Vous allez gagner du temps, notamment en retour d'expérience, en cas d'usage, en support, et cetera, aux réponses aux questions, et cetera. Donc ça, c'est cool. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre possibilité? Donc il y a les formations, si on prend un organisme de formation, quel qu'il soit, en présentiel. Bon, en ce moment, avec le confinement, c'est plus chaud, mais ça serait en classe virtuelle, donc des formations en ligne, où le coach est là et les utilisateurs posent leurs questions, les micros sont ouverts, plein d'exercices. Ça peut être des webinaires, là, c'est un peu plus descendant, les micros en général sont pas ouverts et puis il peut y avoir des centaines de personnes. On en a fait pas mal là, au mois d'avril chez Numéricoach. On a rassemblé, avec les webinaires, je ne dis pas de bêtises, 6000 personnes en fait, hein, Ah, c'est énorme, ouais. sur 38 webinaires différents. Donc ça plaît bien. Après YouTube, et puis il y a des guides. Il y a assez peu de bouquins, hein, sur le sujet à jour. Ne cherchez pas trop du côté Amazon et librairie. Vous n'allez pas trouver des choses à jour puisque les outils évoluent vite. Ouais. Voilà, concernant les différentes possibilités de monter en compétences, quoi. Moi, c'est Mais le déjà, mieux, c'est de pratiquer, quoi. ouais, Ouais. c'est énorme, c'est énorme. Après, oui, autant pratiquer, comme tu le dis, parce que c'est pas si compliqué que ça. Si on cherche un peu, on peut s'auto-former assez facilement. Moi, perso, j'avais jamais touché un tableur avant. J'en ai eu besoin parce que l'entreprise que j'avais intégrée n'avait pas d'outils vraiment très spécialisés au départ. Et j'ai commencé comme ça. Et aujourd'hui, je m'amuse à faire des trucs que j'aurais pensé impensables il y a 6 mois, 7 ans. Non, peut-être pas 6 mois, ça fait combien que je fais ça? 7 ans maintenant. Franchement, c'est assez simple, c'est assez intuitif. Moi, je vous invite à essayer. Et puis, si vous n'y arrivez pas, Numéricoach va pouvoir vous aider à partir de septembre, d'après ce que j'ai compris. Donc ça, c'est cool. Thierry, merci. Merci déjà de nous avoir expliqué tout ça. Je sais que ton temps est précieux. Alors, je vais te demander juste comme ça, si tu as un petit mot pour la fin de ce podcast à passer à nos auditeurs, est-ce que tu as envie de leur dire quelque chose que nous n'aurions pas abordé auparavant? Ouais, il y a effectivement plein de choses à dire, hein. Je pense que ça pourrait mériter plein d'émissions avec des thématiques différentes. Moi, j'ai envie de dire que essayer, c'est l'adopter, hein. Vous allez vite être fan de l'outil, de sa simplicité, si vous ne connaissez pas encore. C'est top. C'est dur de sortir de ces outils-là pour aller ailleurs après. Euh, Tellement c'est bien. Je pense qui ont fait le pas vers G Suite et qui se sont dit: ah non, c'est nul, on revient en arrière, on part chez Microsoft. Je ne pourrais pas t'en citer une. Pourtant, je cherche. Alors, il y en a certaines, mais c'est parce que c'est des rachats de boîtes et elles n'ont pas le choix. Donc, ils prennent l'outil du groupe. Voilà. En tout cas, moi, je reste passionné. Et puis, je continue à produire du contenu. Et puis, on aura l'occasion de se retrouver ici et là, hein, que ce soit sur Numéritube, Numériblog, Numéricoach pour l'organisme de formation. Pour me contacter, vous avez dans la description les liens. Nicolas va mettre. Je me souviens aussi, Nicolas, que tu avais fait pas mal de vidéos Google Sheet, hein, sur Ouais. YouTube, et je suis tombé sur tes vidéos il n'y a pas longtemps. Je cherchais un truc recherche verticale pour filer un client, et j'ai vu, ah tiens, Nicolas a fait une vidéo, et il y avait des dizaines de milliers de vues, et ouais, c'est top, et on peut aussi apprendre facilement comme ça avec ces outils. C'est ça. Voilà. Bon, je mettrai donc tous les liens, Numériblog, ta page Facebook, la page Facebook de Numéricoach peut-être, je sais pas si vous en avez, enfin tous les liens sur lesquels on peut te retrouver. Est-ce qu'on peut échanger avec toi? Est-ce que si quelqu'un a une question, est-ce qu'il peut te poser une petite question comme ça rapidement, genre sur Twitter, ou c'est plutôt, il faut construire un petit peu la démarche, qui t'appelle, qui t'envoie un message, ou t'es plutôt open aux échanges quand t'es disponible? Alors, je suis relativement dispo puisque moi, je délivre plus de formations. Il y a un réseau de 40 coachs qui gère les formations. Moi, je suis plutôt dans la création de contenu. C'est vraiment ma zone où je prends du plaisir et gérer la boîte. Et du coup, oui, je reste dispo. Vous pouvez m'écrire, trouver les formulaires qui sont disponibles sur les sites. Ça peut être des commentaires dans les vidéos YouTube, sur Twitter, j'y vais tous les jours aussi. La page Facebook également, je lis tous les commentaires. Puis il y a une équipe autour de moi qui peut répondre aussi aux commentaires, et pas de souci, avec plaisir pour échanger sur ces outils-là.
Ben, c'est parfait, ça sera le mot de la fin, puisque je sais que tu as un cours à donner ou à prendre, je sais pas, tout de suite après. Donc je vais te laisser. Je te remercie beaucoup pour l'intervention, c'était très intéressant. J'espère que ça aura plu à tous nos auditeurs et ils vont pouvoir te retrouver dans un podcast dans peu de temps. On en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler sûrement. Tu reviendras peut-être faire un petit tour vers nous pour en parler. Merci en tout cas, merci à tout le monde. Merci Thierry. Je te laisse le dernier mot, et vraiment le mot de la fin. Je lance le générique, donc tu as le droit de parler dessus. À bientôt à tout le monde et n'hésitez pas à échanger avec nous via tous les réseaux qu'on vous aura partagés. Ciao! Yes, merci et vraiment bravo pour tout ton travail, Nicolas. Moi, j'ai régulièrement sur My Chromebook, c'est la référence et je suis vraiment admiratif de tout ce que tu as construit sans que ça soit ton job. Et franchement, chapeau, respect et longue vie à My Chromebook également. Merci, au revoir.